Je vous raconte comment à 28 ans, j'ai réalisé un long métrage sélectionné en festival avec un petit budget. Je vous donne quasiment tous les secrets d'écriture, de pré-production, dans une demeure absolument incroyable, pleine de mystères, en passant par les 28 jours de tournage, les centaines d'heures de montage et de post-production. Bref, je te raconte tout, accroche-toi bien. Alors l'histoire elle commence quand je suis tout jeune. Le point de départ vraiment de ma passion pour le cinéma a débuté lorsque j'avais 11 ans et que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Ce film m'a énormément impacté, que ce soit par rapport à l'histoire, que ce soit par rapport aux techniques de réalisation, de cadrage, de lumière, etc. Vous avez vu, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça a été une grosse influence pour moi. Pareil, je pourrais vous parler de l'impact majeur des Disney dans mon enfance et même plus tard, avec Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, extrêmement sous-coté, et également Mulan. Tous ces films qui ont percé mon enfance, mais qui m'ont aussi donné cet attrait pour l'écriture et les histoires en particulier. Plus tard, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, c'est les films de Miyazaki. Parlons de Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, avec une mention spéciale pour la fameuse scène du train qui a beaucoup marqué les gens, de par tous les mystères qui l'entourent. Évidemment, je ne peux pas vous parler de mon film Unicité sans vous parler des found footage. Donc si vous savez pas ce que c'est les films qui sont filmés par les personnages eux-mêmes. Vous connaissez peut-être Paranormal Activity ou peut-être Blair Witch, Rec, absolument incroyable ce film, avec une scène de fin avec la goule qui a terrifié toute une génération, dont moi. Et également, à plus gros budget, Cloverfield. Ces films-là, en particulier les premiers que j'ai cités, ont la particularité d'avoir été filmés avec un très petit budget. 15 000 $ pour Paranormal Activity, par exemple. Et je me suis d'ailleurs inspiré un petit peu de ce budget pour tourner Unicité, mon film. On est à peu près à 14 000 € de dépenses pour le film. Vous avez vu, c'est un petit peu pareil. Je me suis dit, ils l'ont fait pour Paranormal Activity, on va le faire pour Unicité. Pour finir, je vous parle rapidement des vlogs sur YouTube, parce qu'effectivement, le format suit les vlogs. Il y a des personnes, en particulier aux États-Unis, qui maîtrisent à la perfection l'art du vlogging et du storytelling à travers leurs histoires journalières ou hebdomadaires, voire même des personnes aussi qui filment de manière un peu plus espacée. Et j'aimerais vous parler du coup de Casey Neistat, qui lui a même révolutionné YouTube, pour vous dire. Si maintenant vous voyez des personnes avec des trépieds en train de se filmer avec des DSLR et des micros, hop, comme celui-ci, directement sur leur caméra, c'est inspiré directement de Casey Neistat, qui lui aussi s'était inspiré de ce qui se faisait dans les grandes productions, les reportages, etc. Mais lui, il a miniaturisé un petit peu le concept pour le mettre sur YouTube. C'est lui aussi qui a un petit peu amené les establishing shots dans les vlogs. Poser sa caméra quelque part et montrer un petit peu ce qu'on fait, rentrer par exemple dans son studio, aller dans sa voiture, etc. Alors qu'au début, c'était que filmé à la main, les vlogs. Et ça a donné vraiment un aspect encore plus cinématographique. Et moi, j'ai découvert ce format aux alentours de 2010, avec BF versus JF, qui était mené d'une main de maître par Jesse Whelan, un youtubeur américain qui lui également a participé à l'essor de YouTube et au vlogging, extrêmement connu aux États-Unis. Ça a été pendant longtemps l'une de mes grosses inspirations, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans la manière de réaliser des vidéos. Je parlerai aussi de Charles Trippi, qui lui aussi a carrément le record du monde de daily vlog. Lui, il fait un vlog par jour et c'est lui qui détient le nombre le plus long d'affilée de vlogs sur YouTube. Il y a carrément un world record. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces deux personnes en 2012. Ça a été pour moi probablement l'une des rencontres qui m'a le plus marqué et qui m'aura poussé petit à petit à faire des vlogs et du coup à faire de la création de contenu et maintenant même de vivre des formations et de la création vidéo en général. Je vais finir par les influences qui m'ont poussé à écrire Unicité. C'est que je suis un grand amateur de films d'horreur, mais également de thrillers où l'intrigue peut être assez profonde et prend même racine dans des faits réels, historiques si vous voulez, pour ensuite mêler ces faits fictifs un peu à la réalité. Un petit peu comme Da Vinci Code. Ça a été une base solide sur laquelle moi je me suis appuyé. Et par-dessus, ce côté thriller, un petit peu d'horreur et d'anticipation. Et c'est pour ça que Insidious, Arrival pour le côté futuriste, ce qui se passe dans l'espace et l'impact que ça peut avoir sur Terre, The Witch pour toute l'ambiance qu'il y a dans la forêt. Je me suis beaucoup inspiré de ça pour ce qui se passe dans Unicité, dans la forêt qui longe l'immense demeure dans laquelle les personnages habitent. I Am Mother pour le côté intelligence artificielle, étant donné que le film se passe en 2030. Et Annihilation pour tout le côté un petit peu ésotérique et futuriste via des entités un petit peu supérieures à l'être humain. Et donc ça, tous ces films ont façonné l'histoire d'Unicité et tous ces créateurs, réalisations, etc., en particulier les found footage et les vlogs, ont participé également à raconter cette histoire sous ce type de format. Ce qui m'a permis de réaliser le film pour moins de 15 000 €. Et donc pour commencer un film, vous vous doutez bien, il faut écrire l'histoire et le script. C'est exactement ce que j'ai fait à partir du 1er janvier 2019. Écoutez, c'est pas compliqué, c'est à peu près à cette période où moi je me suis retrouvé au chômage. Je travaillais pendant 1 an et demi dans l'import-export. À cette époque, j'allais pas très bien et je travaillais 3 jours par semaine. Le CDD que j'avais signé a duré 1 an et demi mais n'a pas été reconduit sous forme de CDI et du coup, je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit,
mais attends, j'ai peut-être 1 an et demi devant moi, c'est peut-être le moment de passer à l'action. Et c'est exactement ce que j'ai fait, d'accord? 1er janvier 2019, après avoir fait quelques vlogs pour être sûr et certain d'avoir à peu près le style de réalisation que je voulais, prise de son, surtout le style de réalisation que je voulais, j'étais quasiment sûr des personnes avec lesquelles j'allais m'inspirer et aussi des histoires qui allaient beaucoup m'inspirer, j'ai décidé d'écrire Unicité. L'écriture a duré de janvier à juillet 2019. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps. Je m'étais donné 1 mois et demi à 2 mois à l'écrire. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que c'est ultra compliqué d'écrire un scénario d'un thriller avec tous les détails qui vont permettre au personnage de résoudre un mystère et de créer tout autour une histoire intéressante qui fait peur, qui n'ennuie pas non plus le spectateur et dans lequel on voit évoluer les personnages petit à petit jusqu'à la fin et avoir une fin intéressante et cohérente avec toute l'histoire. Et bien ça a été compliqué en fait. Parce qu'en réalité, au bout d'1 mois, j'avais quelque chose de pas trop mal. J'ai eu en tout cas le début de l'histoire que j'ai présenté à mes proches. Parmi mes proches se trouve un homme qui s'appelle Eli, un ami de mon frère qui lui a fait des études de cinéma, etc. et qui a lu l'histoire d'Unicité et m'a dit « Antonin, c'est complexe. C'est complexe, le début prend pas mal de temps. Moi, je te propose de réécrire le film autour des arcs narratifs de base, de faciliter au mieux la compréhension pour le spectateur. Il faut vraiment simplifier. » Et vous savez quoi? On ne m'a jamais donné un aussi beau conseil de toute ma vie de filmmaker. Eli, si tu me regardes, tu as eu un impact significatif sur ma vie et sur le film. C'est pour ça que les mois suivants, j'ai approfondi mes recherches. Je vais vous expliquer juste après sur quoi je me suis basé et comment je les ai mises en œuvre pour faire avancer le film. Il faut savoir que le script a vu le jour, 156 pages pour 149 scènes. Ça se passe en 2030. L'histoire tourne autour d'une pandémie qui plonge la population dans un état d'insomnie et qui va peu à peu même mener la population à l'épuisement. Cette pandémie, elle est plutôt liée dans le film à la fonte du permafrost. C'est marrant parce que les scientifiques commencent à en reparler d'ailleurs. Il y a des nouvelles études et tout qui sont sorties très récemment qui disent qu'il y a plein de virus qui sont contenus et gelés depuis des milliers d'années et peu à peu avec le réchauffement climatique, le permafrost fond, si vous voulez, et de nouvelles bactéries peuvent émerger. Par exemple, même en 2016, il y a une bactérie qui s'appelle l'anthrax, qui est aussi connue sous le nom de maladie du charbon, qui s'est échappée du permafrost sibérien. Il y a 2300 rennes qui ont été décimées par cette bactérie. Vous imaginez un petit peu. Et donc, Unicité, ça partirait plutôt de cette hypothèse-là. Vous verrez, si vous voyez le film, que peu à peu, les personnages vont se rendre compte que peut-être ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est là aussi que toute l'intrigue peut être intéressante. La paralysie du sommeil fait également partie du film. C'est un phénomène qui est connu depuis plusieurs centaines d'années. Le film se passe en 2030, donc on parle également de la régulation de l'intelligence artificielle. D'accord? Il y a déjà beaucoup de personnes qui se disent « Voilà, ChatGPT est puissant ». Mais imaginez ce qu'on peut faire en 2030. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, le film aborde ces sujets. Et forcément, de près ou de loin, si vous voulez. Et on parle également des récits ésotériques. Et c'est là qu'il y a un peu un lien avec Da Vinci Code. Donc là, on parle plutôt des noces chimiques, de tout ce qui est l'alchimie, avec le Monas Hieroglyphicus, etc., les différents symboles que ça peut avoir. Et il y a également une inspiration liée à la Bible et au récit biblique. Il y a aussi une partie du film qui parle des puces que certaines personnes se mettent comme ça dans la main. C'est surtout dans les pays du Nord, Suède, etc., dans lesquels ça se passe, et toutes les théories qu'il y a autour. Autour de tous ces sujets, on peut créer une histoire, à mon sens, extrêmement intéressante, avec un début et une fin, qui permet à la fois de divertir le spectateur, mais également d'aborder des sujets qui portent à réflexion, si vous voulez. Et pour faciliter un peu la compréhension, merci à Eli, je vous le disais précédemment, les personnages, comme dans les policiers, etc., vont créer une arborescence qui permet un petit peu aux spectateurs de aussi mieux s'y retrouver lorsque peu à peu, ils trouvent des indices qui vont les mener à comprendre le pourquoi du comment dans l'histoire. Donc j'ai dû la créer. Là, je vous ai mis aussi des images de à quoi elle ressemble dans le film. Et ce que vous voyez également des cassettes. Parce qu'effectivement, les cassettes, pour moi, c'était un élément extrêmement important. Pourquoi? Parce que, à l'époque, moi, je sortais d'avoir regardé 13 Reasons Why, et surtout, le film d'horreur qui, apparemment, selon les scientifiques, est le plus terrifiant de tous, Sinister, où une personne découvre comme ça dans son grenier des cassettes vidéo absolument terrifiantes, qui vont également le mener à faire des découvertes extrêmement inquiétantes. Et bien dans Unicité, c'est un petit peu la même chose. Dans le film, il y en a 7, et les personnages vont peu à peu les étudier. C'est une référence un petit peu symbolique, à peu près au nombre de jours qu'il se passe dans le film. Et 7, c'est aussi les 7 trompettes de l'Apocalypse, qui, une nouvelle fois, fait référence à la Bible, etc., parce que tout est un petit peu lié dans ce film. Premièrement. Deuxièmement, je vous parle très rapidement, tant que je suis sur les cassettes, du choix du comédien pour les interpréter. C'était extrêmement difficile à interpréter parce que la personne qui enregistre ces cassettes est extrêmement tourmentée et il fallait avoir un niveau, je trouve, professionnel, plus, si vous voulez, pour les interpréter. Donc, vu que j'avais un petit budget, j'ai essayé avec quelques proches. Ensuite, j'ai essayé avec des comédiens amateurs, de troupes de théâtre, par exemple, et le résultat était correct, mais pas assez, si vous voulez, perturbant et pas assez de véracité pour les biens du film. Et donc, heureusement, j'ai fini par trouver le comédien
Olivier Pessel, très très grand comédien voix off. Je vais vous mettre un petit peu dans quel film, etc., même jeu vidéo, je crois, il a pu participer. Et lui, il a interprété le rôle à la perfection. C'est pour vous dire, hein, vous imaginez, on a eu en tout 3 acteurs, du coup, pour essayer de la faire, et c'est au 3e, du coup, qu'on a trouvé la perle rare. J'aimerais finir l'écriture d'Unicité par vous parler de quelque chose qui m'a énormément touché. C'est le fameux Unfold the Story par Quentin Tarantino, qui dit en fait, il faut déplier l'histoire pour intéresser le spectateur et pour rendre tout simplement l'histoire intéressante. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il a fallu créer du coup cette pandémie qui va pousser les personnages à agir, à partir, la fuite vers le village isolé et la demeure, qui renferme tout un tas de secrets. Et donc c'est pour ça qu'il y a la découverte des signes, des cassettes, des livres, des dires du chasseur qu'ils vont rencontrer, du prêtre, une scène extrêmement importante dans le film, toutes les péripéties qu'ils vont vivre dans ce village, qui sont extrêmement inquiétantes en plus de la pandémie, combiné à ça les news à la télé, etc., qui vont peu à peu les mener à comprendre la cause de la pandémie. Je vais pas vous spoil. Je ferai probablement une vidéo dédiée à l'explication du film, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Petite anecdote juste avant de passer à la pré-production, les décors et l'ambiance, il faut savoir que les paralysies du sommeil, j'en ai réellement vécu. Donc ça m'a permis de m'impliquer encore plus personnellement dans le film. Moi, la première que j'ai vécue, je crois que c'était en 2004, dans la même demeure que vous voyez dans le film. On va en parler de cette demeure. Et ça m'a absolument terrifié. Et ça me suit depuis, et même maintenant, étant adulte, je continue d'en avoir. Et le sujet est extrêmement intéressant. C'est un sujet qui n'est, à mon sens, pas assez exploité dans les films. Donc pourquoi pas, moi-même, essayer de le faire. Et je finirai juste par les difficultés que j'ai rencontrées à l'écriture. Vous imaginez, en 6 mois, il y a eu beaucoup de réécriture, beaucoup de recherches. Je crois qu'on sous-estime le temps qu'il faut pour simplifier au maximum lorsqu'on écrit un thriller. Donc il y a eu ces problèmes de structuration narrative et à la fin, mais ça on en parlera peut-être après, il faut savoir que la fin a été refaite. C'est-à-dire que quand j'ai fait la V1 du film, que j'ai montré à mon entourage, aux acteurs, etc., il y a quelque chose qui ressortait, c'est que Antonin, nous on a bien aimé le film, ces images sont cool, il y a des fois on a peur et tout, mais l'histoire elle est déjà assez complexe et à la fin on comprend pas assez pourquoi on en arrive là. Par-dessus ça, j'ai eu la chance extrême de tomber sur une vidéo de David Sandberg qui parle de l'extrême importance de la fin dans les films, à tel point que à Hollywood, ce qu'ils font, c'est ce qu'il a fait pour son film Lights Out, où en fait il y avait plusieurs fins et qu'ils ont montré à des panels de publics différents pour voir quelle version du film les personnes préféraient. Il s'est rendu compte que la fin avait une importance capitale et qu'une fin ratée, même si le film était bien, pouvait desservir le film. Donc j'avais tout intérêt à faire la meilleure fin possible, afin du coup que de un, les gens comprennent un peu mieux ce qui se passe dans le film, et ne pas frustrer le spectateur. Ça a été la meilleure décision qu'on a prise pour tout le film. La nouvelle fin, je vais pas vous la spoiler, mais les images sont incroyables. On a eu la chance de pouvoir tourner dans des lieux absolument épiques. Et ce qui nous a permis d'expliquer, je vous dis pas comment, mais le pourquoi du comment, etc. de manière totalement crédible, si vous voulez, pour le film en tout cas. Et je pense que ça a joué un rôle majeur, si vous voulez, même dans la réussite du film. En tout cas, dans la réussite et la perception que les gens ont eu jusqu'à aujourd'hui pour le film. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que mes proches et les acteurs et les personnes en festival qui l'ont vu. C'est pour ça que je ne sais pas encore l'impact réel du film. Alors parlons un petit peu de la pré-production, du décor et de l'ambiance pour le film. Parce que là, ça y est, le film est écrit. Je suis absolument d'accord avec tout ce que je veux faire. J'ai une direction artistique qui est prise, c'est-à-dire que moi, en fait, quand j'écris mon script, c'est pas un script comme vous avez peut-être l'habitude de voir au cinéma, il est parsemé d'images qui me permettent de donner une direction artistique au film. Je vous montrerai ça à l'écran là. Et ça, du coup, ça me permettait à peu près de donner l'ambiance et de savoir exactement ce que je voulais. Donc, quels ont été les lieux de tournage? Alors, on a tourné du coup dans la région parisienne, dans le marché de Rungis. Et vous savez quoi? On a eu la chance de filmer du coup dans un des bâtiments immenses du marché, complètement vide, parce que c'était juste un jour avant la fermeture, juste avant le confinement du Covid. Donc on a eu une chance exceptionnelle et ça a permis de donner une ambiance au film. Vous avez vu, dans des endroits très désertés, parce que la population, je vous dis, se prépare en fait, si vous voulez, au pire, et bien ça, on en a eu beaucoup de chance. On a également pu filmer dans une serre souterraine dans la région parisienne, donc je vous mets le nom juste là. Donc ça, pareil, c'est un petit peu la serre où Aaron passe une partie de ses journées à se préparer au pire et peut-être anticiper le futur. Et donc vous avez vu, ça se joue sur l'aspect futuriste 2030. On a également filmé l'habitation, l'appartement des personnages dans le film, se situe dans la plus haute tour d'habitation d'Europe. Donc vous imaginez la vue aussi qu'ils ont sur Paris. Combiné à ça qu'on a fait pas mal de VFX, etc. pour avoir une ambiance très futuriste, ça permet de s'imprégner et de se plonger comme ça en 2030. En tout cas, 2030, façon Antonin. Comment moi je le pressens.
voyez ce que je veux dire? Et en 2019, pas en 2024. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'intelligence artificielle, etc., c'est quelque chose de très particulier. Alors, je pourrais aussi vous parler de l'immense forêt qu'il y a dans le film Unicité. Sachez que cette forêt est censée être juste à côté de l'immense domaine de la demeure dans lesquelles les personnages vont résider dans la seconde partie du film. Le truc, c'est que c'était difficile d'avoir à la fois la demeure absolument incroyable, plus une forêt ultra épique. C'est-à-dire que pour moi, j'aurais pas pu mieux choisir en France. Je me suis inspiré de la forêt de The Witch, et vous savez quoi? Au final, je trouve même que la forêt d'Unicité est encore plus perturbante et épique que celle de Witch. Et ça, c'est mon opinion personnelle, vous vous doutez bien, d'accord? J'ai eu beaucoup de chance et sachez que j'ai passé plusieurs semaines à la chercher. J'ai dû beaucoup me déplacer du coup, c'était dans le nord de la région parisienne, jusqu'à trouver un orée de forêt exceptionnel. Même avec le drone, on n'en voit limite pas la fin. Et j'avais absolument besoin de ça pour faire cette forêt terrifiante et pleine de mystères dans le film. Elle est tellement bien et j'ai mis tellement de temps à la trouver que je l'ai même réutilisée dans ma web-série sur les backrooms, épisode que vous avez peut-être déjà suivi auparavant. Et bah, c'est exactement la même forêt qu'Unicité. Et puis, on va parler du lieu central du film. 70 à 80% des plans y ont été tournés, la fameuse demeure dans ce village isolé. Cette demeure, même dans la vraie vie, les amis, elle renferme tout un tas de mystères. Il y a des passages plus ou moins secrets qui y sont, qu'on a même découvert après la création du film. On a un passage d'un grenier de la maison vers la maison mitoyenne, qui est un tournant dans le film. Mon oncle avait trouvé par mon grand-père une salle qui était cachée dans les combles et qu'on a réaménagée pour les lieux du tournage. Bref, j'ai plein de choses à vous dire par rapport à ça. Cette demeure, elle appartient à ma famille. J'y vais depuis que je suis enfant, si vous voulez. Mais pourtant, il m'a fallu des années pour voir un petit peu les secrets qu'elle renferme, et ça m'a permis de donner un aspect encore plus mystérieux au film. Et également, vous vous doutez bien, on n'a pas eu à payer, si vous voulez, les jours de tournage qu'on avait dedans. Et souvent, c'est ce qu'on dit quand on fait des films à petit budget, etc. On écrit en fonction des lieux dans lesquels on peut tourner. Et bah ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, je vais vous afficher un petit peu les avant-après qu'on a fait dans le film. On voit des modifications majeures qu'on a fait dans les couloirs. Vous avez vu, on les a rendus beaucoup plus intrigants et inquiétants. Et pareil pour les chambres. Et j'aimerais vous parler du coup des combles qui ont été aménagés du coup pour l'occasion, dans laquelle il y a une salle secrète que les personnages vont découvrir au beau milieu du film et qui sert à la privation de sens. Comme vous pouvez voir, vous savez, sur les vidéos YouTube de personnes qui viennent dans des studios ultra bien isolés pour voir un petit peu ce que ça fait sur le corps, etc. Bah, vu qu'on parle des paralysies du sommeil, des visions, etc., il y a un arc du film qui tourne autour de ça, d'accord? Un des mystères qu'ils vont découvrir. Mais parmi tant d'autres, d'accord? Il y a le grenier et surtout cet immense mur de miroirs. Oui, vous ne rêvez pas, vraiment. On a recouvert tout un mur de miroirs qu'on a dû acheter sur le Bon Coin, partout en région parisienne, pour ensuite tout rapatrier en Normandie et créer ce mur absolument incroyable, qui est une grande fierté pour moi. Moi, je le trouve très intriguant et il permet également de continuer à donner envie de regarder le film, enfin j'espère, et de voir un petit peu tout ce qui tourne autour de ça. Parce que vous imaginez, vous débarquez chez quelqu'un et il y a un mur entier rempli de miroirs. Mais c'est pas juste un mur avec juste un miroir. Vous avez vu, des miroirs de toutes les époques, etc. Qu'est-ce que ça veut bien dire, en fait? Vous voyez, ça fait partie du mystère que les personnages doivent résoudre. Derrière un de ces miroirs se trouve un passage secret qui mène de l'autre côté de la demeure. On va en parler. Mais vous avez vu, on a trouvé du coup un miroir qui fait à peu près la taille de cette porte secrète et qui, dans le film, permettra à l'un des personnages de découvrir quelque chose de très inquiétant. La salle de rite juste à côté. Et j'ai dû recréer toute une ambiance. Vous avez vu, hein, il y a eu un avant et un après dans ce grenier absolument terrifiant, dans lequel tout un tas de mystères sont dissimulés. On a toujours la présence d'un miroir. On a 7 chaises, si je vous dis pas de bêtises, avec sous chaque chaise des signes liés au Monas Hieroglyphica. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette pièce à un moment donné du film? Je vais pas vous en dire plus, d'accord? Mais sachez que je crois que ça m'a pris presque un jour. Et évidemment, je savais exactement comment positionner les cierges qu'on a achetés, etc. Et avec du recul, c'est là que je vois qu'en fait, on a mis vraiment beaucoup de temps dans la pré-production, mais le rendu à l'image, je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime énormément. Et puis, bah, vous avez vu, il y a aussi les chambres qu'on a vraiment simplifiées au maximum, mais on est toujours dans ce délire un petit peu années 70, et le positionnement des caméras qui rappelle un petit peu le film Paranormal Activity, que j'aime énormément, et qui permet aux personnages de se filmer et, encore une fois, de nourrir l'intrigue de l'histoire. Je vous parlerai un peu plus en détail, peut-être un peu plus tard, de d'autres anecdotes pour la pré-production, mais là, on va passer directement à la réalisation et la technique. Alors, faut savoir que, en tout et pour tout, on a utilisé 2 caméras, un Sony A7 III, un Sony A6300. On va aussi parler du drone, on en a eu 2, dont un qu'on a cassé pendant une scène. Donc, on a un Mavic 2 Pro et le premier Mavic Mini, je crois. C'est lui qu'on a pété. Un trépied, mais là les gars, je vous jure, trépied Amazon,
s'est pas pris la tête. On avait aussi de la haze qui permet de donner un look un peu plus cinématographique à certaines scènes. Le micro que vous voyez juste là d'ailleurs, Rode, inspiré du coup du setup de Kazenestat, qui a permis du coup de bien enregistrer les voix des personnages, mais on a dû faire pas mal de reprises en post-production, où en fait on a dû réenregistrer les voix des personnages, parce que à mon goût, elles n'étaient pas assez bien, ou parfois il n'y a pas assez de véracité à mon goût. Évidemment, pour tourner un film, il faut une shotlist. C'est-à-dire que toutes les scènes sont listées, et on sait exactement laquelle on va faire, quand à peu près dans la journée, et où et comment on va la tourner. Donc moi j'avais une shotlist sur 150 scènes à tourner, je vous l'avais dit, et chaque jour on en avait quelques-unes à tourner, et on savait qu'on allait faire celle-ci à cette heure-là, on coche, mais il manquait une partie, donc fallait s'en rappeler pour 1 ou 2 jours pour refilmer la partie, etc. etc. Et c'était une prise de tête. Je me rappelle qu'on tournait à peu près de midi à minuit, avec une pause pour manger, etc. C'était un casse-tête, les gars, c'était incroyable. Petite anecdote aussi, on n'était pas sûr de faire le film quand on est parti filmer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, étant donné que moi-même je joue dans le film, ma compagne Mélanie également, on a aussi des acteurs amateurs et aussi professionnels, en particulier pour l'ISL, qui sont dans le film. Et il faut savoir que même si on avait appris en partie un peu nos textes, mais pas tant que ça, on n'était pas sûr et certain que ça rende vraiment bien la caméra. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, moi j'avais écrit déjà 3 courts-métrages au cas où, dont un que vous connaissez, peut-être que vous l'avez vu, il s'appelle Ne ferme rien. Ce court-métrage, en fait, on l'a filmé finalement en 2022, alors qu'en fait, il aurait dû être filmé en 2019, parce que au cas où on n'aurait pas été assez bon pour jouer dans le film, on allait en fait tourner peut-être 3 ou 4 courts-métrages, et du coup, on aurait pu exploiter tout ce mur de miroirs, les lieux absolument incroyables. Vous voyez ce que je veux dire? Les passages secrets, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le premier jour où on a joué, on a vu qu'on était à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en fait, je savais déjà faire du vlog, donc en fait, le personnage n'était pas très loin de ce que j'avais un peu l'habitude de faire, et on a découvert, par hasard, que ma copine, Mélanie, était une excellente actrice. Les gars, je vous jure, je déconne pas. Regardez le film, vous m'en direz des nouvelles. Mélanie a même gagné un peu plus tard, pour Ne ferme rien, une sélection pour la meilleure actrice, Best Actress, dans un festival dans lequel on a postulé. Cette femme a, à mon sens, un don pour l'acting. Vous le verrez aussi tout au long du film, et en particulier vers la fin du film, où sa prestation est absolument incroyable. Quand on est parti aux États-Unis présenter le film, quand on était au AI Film Festival et que l'audience nous a posé des questions après la diffusion du film, ils ont dit non mais l'actrice du coup est Riz Ahmed. Je fais oui, mais ne vous méprenez pas. Même moi j'ai été extrêmement surpris. Dans certaines scènes, vraiment, son jeu est vraiment incroyable. Vous m'en direz des nouvelles. Parenthèse terminée. Donc pareil, dans le film, il y a cette fameuse arborescence de recherche. Et ça, pareil, vous imaginez comment c'était un petit peu un casse-tête à mettre en œuvre. Parce que quand on revenait dans le fameux bureau dans lequel Aaron et Alexia font leurs recherches, on voit l'arborescence petit à petit se créer. Et donc il a fallu la créer en même temps, à peu près dans le film, et que ce soit cohérent avec les images qui ont été tournées. Ça, les gars, c'était compliqué. Comme je vous ai dit que cette arborescence était cruciale, parce qu'elle permettait également aux spectateurs de comprendre un petit peu comment avançait l'histoire. Alors concernant après toutes les techniques qui ont été utilisées pour les VFX, par exemple, comment recréer l'intelligence artificielle, donc celle-là on l'a fait sur fond vert, et c'était ma mère qui jouait le rôle de E.T. dans le film. On l'a refaite un petit peu sous forme holographique, on l'a remis sous cette espèce de petit triangle qui permet en fait de diffuser cette intelligence artificielle. On verra, peut-être qu'en 2030 ça existera ce genre de truc, on découvrira bien tous ensemble. En parlant du coup d'hologramme, c'est pareil pour tous les écrans un petit peu holographiques que vous voyez dans le film. On a aussi les explosions qu'on voit au loin à un moment donné, on voit aussi les avions de chasse qui passent juste au-dessus d'Aaron et Alexia à un moment dans le film, qui aussi est un VFX rajouté. Une des scènes de fin dans laquelle je vous mets une petite image, mais je vous en mets pas trop pour pas vous spoiler. Pareil pour cette scène-là. Tout ça, c'est des VFX qui ont été rajoutés en post-production et qui permettent de donner une autre dimension au film. Sachez que certains m'ont pris énormément de temps et ont permis, en plus du montage du film, qu'on parlera plus tard, de me développer et m'ont donné un style très particulier en tant que monteur. J'aimerais vous parler d'une autre chose, j'aurai une partie anecdote un peu plus en fin de vidéo. Quelque chose qui m'a beaucoup tenu à cœur dans la réalisation de ce film, techniquement, c'est éviter la cinétose au spectateur. Qu'est-ce que c'est que la cinétose? En fait, dans certains films, comme Blair Witch et je crois aussi Cloverfield, où des personnes regardaient le film mais avaient comme le mal des transports. Pourquoi? Parce que les caméras, vous savez, bougent pas mal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma copine, Mélanie, en souffre terriblement. Le dernier film qu'on avait vu en fin de footage, elle n'avait même pas pu le voir en entier. Je crois que c'était L'Exorciste, que je vous mettrai juste là. Et là, je me suis dit, il y a un problème quand même. Ça serait dommage que quelques personnes ne puissent pas voir le film parce que ça leur donne une cinétose. Donc c'est pour ça que on a inclus les gimbals, donc un stabilisateur qui permettait dans les scènes où les personnages marchent avec la caméra d'avoir une image plutôt stable. Et aussi, grâce à Kazenestat, il y a pas mal aussi de plans où la caméra est posée sur un trépied ou sur une table, etc. Ce qui permet de figer un petit peu l'image, d'avoir un plan fixe et de réduire considérablement du coup cet effet de cinétose. D'accord? Tout ça, à chaque fois, il fallait que ce soit réfléchi et que ce soit cohérent avec l'histoire. Mais je voulais du coup vous en parler.
pour aller un tout petit peu plus loin dans le tournage, voici les statistiques incroyables de ce tournage. Écoutez-moi bien. Période de tournage. On a commencé en novembre 2019. On a pu filmer quelques scènes en février et mars 2020. Ensuite, confinement. C'est là qu'en fait, après, moi, j'avais commencé à monter le film. Et on a dû faire des compléments en août 2020 et en janvier 2021, où c'est là qu'on a refilmé, si vous voulez, une partie de la fin du film, qui a pour moi, une nouvelle fois, eu un impact considérable sur le film, et heureusement qu'on l'a fait. Donc en tout, c'est 28 jours de tournage, répartis du coup sur plusieurs mois, comme vous pouvez le constater. En tout, pour le film, avec pareil, les voix reprises en post-production de ce qu'on appelle l'ADR en dessous, on a en tout, si je vous dis pas de bêtises, 2697 prises au total, soit une moyenne de quasiment 17,9, soit 18 prises environ par scène, pour 150 scènes. C'est peut-être un petit peu too much. Bienvenue dans le monde du cinéma, les amis. Il y a des gens qui ont besoin de plus ou moins faire de prises. Nous, c'était presque obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas des acteurs professionnels, en tout cas pour notre côté, notre partie des personnages. Après, il y avait d'autres personnes qui savaient bien mieux jouer que nous. Et donc, il fallait vraiment garder une grosse véracité dans la manière de jouer. Et parce que, étant donné qu'on est en fun footage, on peut se permettre après d'avoir des légères erreurs dans le cadrage, etc. Cela n'impacte pas vraiment l'histoire. Et en fait, il y en a sur lesquels on n'a vraiment pas eu beaucoup de scènes à tourner. Et d'autres, je vous dirai quelques stats un peu plus loin dans la vidéo, où je crois qu'on est à plus de 40 prises pour une scène. C'est scandaleux, les gars. Je sais pas comment on a fait ça. Et on a eu une autre chance aussi d'avoir pas mal de lieux de tournage sur lesquels on pouvait tourner gratuitement. Et un peu de temps libre. Vous avez vu 28 jours en tout. Donc on a réparti sur pas mal de temps. 28 jours qui nous ont permis également de prendre notre temps et de pas bâcler des scènes. Heureusement, et c'est peut-être un des points forts du film, vous m'en direz des nouvelles. Sachant que le tournage n'a pas été toujours facile. Peut-être que j'en referai une vidéo et vous pourrez regarder l'e-book qui retrace tout par rapport au film. Il y a vraiment des scènes qui ont été compliquées à tourner. Je pense à cette scène en extérieur où il y avait énormément de vent. Cette scène dans un des greniers où on avait vu des araignées terrifiantes quelques temps avant. On avait vraiment, enfin en tout cas moi qui étais allé dans ce grenier, peur de retomber sur ce genre de bestioles, plus des scènes qui ont été extrêmement compliquées à tourner parce que en fait physiquement elles n'étaient pas forcément faciles et il y en a certaines où on pleure, certaines où on crie, certaines où on a peur. Et il faut savoir que même Mélanie était terrifiée, mais même par les lieux, par cette bâtisse. Il a fallu qu'on aille doucement, il a fallu qu'on fasse en fonction de chacun, et c'était pas forcément facile. Alors ça fait peut-être beaucoup pour une vidéo, donc moi ce que je vous propose c'est de passer dans une partie 2. Dans cette partie 2, de quoi on va parler? On va parler des aspects pratiques et budgétaires du film, du casting et des contributions des personnes, de pas mal d'anecdotes diverses par rapport au film. Et évidemment, un petit peu d'explication des premiers retours qu'on a sur le film, des festivals et de la conclusion que j'ai en tirée. Et je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à regarder le film. Je vous dis à très vite.